Ô feu, tu es le messager entre la terre et le ciel. Rig Veda 3, 3, 2. Il est entré dans le ciel et dans la terre, comme s'ils étaient un. Rig Veda 3, 7, 4. Chapitre 11. Le pont cellulaire. Au milieu de cette mécanique inarrêtable, car qui peut s'arrêter de respirer, même si ça fait mal, il n'y a plus guère de conscience que celle du corps, c'est-à-dire celle de l'ouvrier, qui se débat jour après jour dans ce magma corporel récalcitrant et cherche un peu désespérément une position ou un mouvement qui ferait moins mal, laisserait mieux passer cette foudre impérieuse et sans trêve. Les autres consciences de l'ouvrier, mentales et vitales, les beaux rêves et les idées se sont retirés pour laisser place à ce seul champ de bataille. On est une espèce d'objet nul et un peu idiot. Et pourtant, là-dedans, deux phénomènes de conscience répétés et presque naturels sont apparus. Surprenant parce que cette conscience-là sortait de la peau, si je puis dire. Le premier, je n'ai cessé de le regarder avec une sorte d'étonnement et de question. Pourquoi ? Dès l'instant où ces premières gouttes de nectar sont descendues, et à mesure que je m'enfonçais dans ce trou corporel sous la pression du feu d'en haut, je n'ai pas cessé de voir des morts. Ma vieille tête est solide, hélas, et bien amarrée, et je n'ai jamais été épris des connaissances post-mortem. Or je voyais toutes sortes de disparus qui ne m'intéressaient pas spécialement, ou même pas du tout, et qui se montraient, venaient me raconter, ou me montrer leur histoire, malheureuse comme toujours, et parfois même me donnaient des nouvelles inattendues. Je me souviens par exemple, au milieu de toutes ces banalités tristes, d'un oncle à moi, parfaitement matérialiste et même effrontément matérialiste et cartésien. Il était professeur à l'académie de médecine, et qui ne croyait qu'en la vie, riche et bonne. Lorsque je l'ai vu, je lui ai exprimé ma gratitude parce que c'est lui qui m'avait offert mon premier bateau. Il m'a répondu « Oh, la vie, c'est peu de choses ». J'étais bien étonnée. Vu de l'autre côté, la vie lui paraissait bien différente de ce qu'il avait cru toute sa vie. Ce n'était qu'un petit tableau au milieu d'un autre panorama. Mais diable, pourquoi donc voyais-je tous ces morts, avec les yeux de mon corps, puisque c'est le seul genre de conscience qui fonctionnait dans mon objet particulier. Je ne suis pas particulièrement voyant, ni médium. Je suis marin, je regarde la couleur de la mer qui frise et se plombe, les traînées de nuages dans le sud et ma voile qui se faceille. Le phénomène était devenu tellement fréquent que si je voyais quelqu'un dans mon sommeil, je me disais « Tiens, il doit être mort », avec à peine d'humour. Et je me demandais avec une vraie question grandissante. Mais pourquoi ne voyais-je pas les vivants, sauf exceptionnellement quand il y avait une action à faire? Toujours une action, et toujours l'ouvrier qui cherchait à mettre les choses en ordre et à voir clair dans les situations. Et surtout, pourquoi ne voyais-je pas ceux que j'aime? Ma mère, par exemple, que j'aimais beaucoup. Elle pensait à moi, et je pensais à elle, mais je ne la voyais jamais. Pourquoi? Je me disais même, quand elle partira, je la verrai. C'est ce qui s'est produit. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de rencontre, sauf extérieure et épistolaire? Alors j'ai commencé à me dire, il doit y avoir quelque chose dans sa substance matérielle qui est plus épais, ou plus enrobant chez elle, et moins opaque chez moi. Puis il s'est produit une dernière rencontre d'outre-tombe et de notre côté de la tombe, les deux à la fois, qui a rendu encore plus aiguë ma question. Un chirurgien ami et très cher, vivant. Je ne le voyais pas, je ne voyais même pas son visage. Mais nous avons eu une longue conversation dont il n'est rien resté dans mon souvenir. Par contre, je voyais une femme que je ne connaissais pas,
et qui habitait au-dessus de lui, de ce chirurgien. Cette femme me regardait très intensément, et j'aurais pu décrire son visage. C'était exact, précis et plein de conscience. Lorsque je suis sortie de ma vision, je me suis demandé qui pouvait bien être cette femme qui habitait au-dessus de mon ami. Alors je me suis souvenu tout à coup que cet ami avait perdu sa mère il y a 2 ans. C'était sa mère, que je ne connaissais pas du tout. Je ne voyais pas mon ami, mais je voyais parfaitement bien cette morte. Cela m'a donné à réfléchir. Que l'on continue à vivre après la mort, c'est bien évident, du moins pour moi, et nous le savons depuis avant les Égyptiens. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais le phénomène nouveau, pour moi, et qui commençait à se configurer dans ma géographie incertaine, où j'allais pas à pas, sans savoir. C'est cette conscience matérielle, corporelle, donc la plus destructible, la plus mortelle, celle qu'on laisse avec ses os dans une boîte, qui voit, qui a accès à ce qui est de l'autre côté des tombes. Les autres consciences, mentales, vitales ou plus hautes, survivent. C'est bien entendu. Mais cette conscience, toute banale de l'ouvrier qui manie la matière, ces cellules toutes fragiles qui connaissent surtout la douleur, cela se désagrège. Et heureusement, car elles n'auraient guère à se souvenir que de leur peine. Et pourtant, c'est cela qui a un pied de ce côté-ci et un pied de l'autre côté des tombes. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme si c'était cela qui faisait le pont. On pourrait dire comme si c'était cela qui pouvait respirer l'air des 2 côtés, et tout naturellement parce qu'il n'y a rien de plus naturel qu'un corps. Et par-dessus le marché, cette pauvre conscience cellulaire, enfantine et malmenée, recouverte presque toujours par nos ratiocinations, notre tintamarre mental, nos brouillards émotifs et nos impératifs sociaux ou autres et médicaux, et tout le fourbi indubitable de notre science, cette conscience corporelle ensevelie sous le poids de tout ce qu'on lui a appris sur la bonne manière de vivre, est celle-là même qui non seulement voit et touche l'autre côté de sa mort, mais pour laquelle les morts sont plus vivants et plus directement accessibles que les vivants. C'est bien étrange, mais le fait est là. Alors on commence à se demander si ce n'est pas le corps qui a le vrai secret, ses premières cellules, ou cet unicellulaire d'il y a des milliards d'années, qui détient ce que nous cherchons en vain avec tous nos artifices scientifiques ou intellectuels. Ce premier spasme de vie, enfermé dans une bulle qui connaît ou reconnaît son nectar, son air d'outre-tombe, sa vie, plus dense que toutes nos vies, sa respiration plus puissante que tous nos oxygènes. Et finalement, qui sait, le moyen non seulement de sortir de cette tombe, mais de faire entrer un autre air là-dedans, qui ferait tomber nos murs. Une vie nouvelle, une terre nouvelle, une évolution de nouvelle. Un pont cellulaire de la vieille espèce qui pourrait rebâtir son monde et son corps comme elle l'a fait au début des âges, mais sans avoir besoin de mourir encore et encore, sous une carcasse aveugle ou une autre, pour trouver son secret puissant en plein jour et son nectar de toujours. Et parfois, on se demande de quel côté sont les morts. Ô feu, quand tu es bien porté par nous, tu deviens la suprême croissance et la suprême expansion de notre être. Rig Veda 2, 1, 12. Chapitre 12. Le corps poreux. Un autre phénomène de conscience apparaît bientôt. On pourrait dire se met à grouiller de toutes parts, hélas. Mais pas si hélas après tout. Le corps s'aperçoit peu à peu, et des dizaines de fois par jour, qu'il reçoit tout. On ne peut pas voir quelqu'un, lire une lettre, ou même simplement entendre parler de quelqu'un ou d'un fait de la vie sans être instantanément envahi, alourdi, frappé, le plus souvent frappé par l'objet en question. On peut épouser toutes sortes de choses et de malheurs dans son cœur, Dieu sait. Mais dans le corps, c'est autre chose. C'est même quelquefois dangereux et douloureux comme une névralgie, ou comme un assaut de maladie,
et c'est toujours une oppression, rarement autre chose, comme si l'on retombait instantanément dans la mort. S'il n'y avait pas cette autre respiration puissante, on serait constamment en danger. Mais ça balaye tout. Cette respiration-là a un étonnant pouvoir d'éclaircissement. C'est-à-dire que le corps semble devenir poreux, complètement poreux, au point que l'on ne peut même pas laisser une lettre, même cachetée, dans la chambre, sans que le corps sente l'invasion ou l'intrusion de ce qui est là, et la plupart du temps, presque toujours, il sent l'arrivée de la difficulté ou de la personne quand la lettre est encore au bureau de poste du coin, ou même quand elle touche l'atmosphère du continent où le corps se trouve. On devient d'une vulnérabilité, un peu effrayante. Mais il n'y a rien pour effrayer, il y a cet autre air qui arrange tout. Plus d'une personne a dû sentir ce genre de phénomène, plus ou moins dilué, sans trop bien sentir d'où ça venait, et généralement les corps sont protégés par la cuirasse noire du milieu général. Mais le phénomène ne s'arrête pas là. Le corps semble non seulement poreux à tout ce qui vient, mais il semble s'étaler partout sans barrière. Dès qu'il regarde quelque chose, un fait, proche ou lointain, un événement, une personne, il est immédiatement dedans, comme s'il trempait directement dans la situation. Et c'est quelquefois affreux, où il est pris d'un sanglot idiot comme si toutes les peines du monde s'emparaient de lui. Je ne sais pas pourquoi tant de sages ou de moins sages se gargarisent de leur conscience cosmique. Cette conscience cosmique, c'est le corps qui l'a, absolument et directement. On est à nu, les divers manteaux qui nous recouvrent tombent l'un après l'autre, et tout le monde est là. Parmi les milliers d'exemples que je pourrais donner, assez tristement, car la joie semble peu fréquente dans ce milieu terrestre, il me revient un fait très banal parce qu'il est individuel et personnel, mais il explique et limite assez bien le phénomène qui s'étend partout. J'étais allongé sur l'herbe, et mon corps se reposait bien dans son pilonnage, c'est-à-dire qu'il s'étalait dans un milieu un peu clair et frais, lorsque tout d'un coup il a sauté avec un cri. « Pierre! Pierre !» Il était arrivé quelque chose à ce Pierre-là. Je télégraphie à ce bonhomme, et peu après, j'apprends qu'il était tombé d'un poteau électrique qu'il réparait à 6000 kilomètres de là, et s'était, assez miraculeusement, simplement fêlé une vertèbre. Au même moment où je poussais mon cri. Mais moi, j'avais mal dans le dos. Je me demande si mon cri, j'étais là, n'est-ce pas, tout de suite, n'a pas limité les dégâts. Je me demande aussi s'il n'y a pas une sorte d'omniprésence de la matière lorsqu'elle est dévêtue de sa vieille habitude d'être un homme ou un lézard, lorsqu'elle est simplement un corps au milieu du grand corps terrestre. Pourquoi nous parle-t-on de phénomènes psychiques lorsque les cellules d'un corps sont parfaitement et simplement psychiques, sans histoire et sans grands mots? Et non seulement elles sont voyantes et poreuses, mais elles n'ont pas le moindre ego. Moi, c'est tout le monde, pêcheur ou saint, bené et savant. Mais tout de même, ce phénomène tout naturel a des implications très profondes pour le travail qui nous intéresse. L'évolution de cette vieille espèce en voie d'autodestruction et la fabrication d'un prochain mode d'être moins nocif pour la planète. Ce pilonnage que le corps subit jour après jour, cette intrusion ou cette invasion d'un autre air, un autre mode respiratoire dans cette matière sans barrière, et particulièrement dans ces vertèbres supérieures qui malgré tout font partie de la matière générale, doit bien avoir des effets incalculables et traumatiques dans ce vieux conglomérat cellulaire et terrestre qui avait l'habitude d'être humain. Lorsqu'un premier poisson a dû débarquer dans une peau d'amphibien, cela a dû avoir des répercussions géographiques, même si les autres poissons ne s'en apercevaient pas. Et comment pouvaient-ils s'en apercevoir? Alors nous débarquons dans un autre ère qui va radicalement changer la face de la Terre et qui est en train de la pilonner et de la triturer inexorablement pour faire apparaître ou forger une autre espèce capable de supporter et de vivre ce nectar dont elle a tant soif. À vrai dire, on ne ferait jamais, mais alors jamais, ce travail d'enfantement évolutif pour soi-même. On préférerait mourir 1000 fois. Mais nous sommes en train de mourir des millions de fois. Femmes, arbres, enfants et jolis oiseaux en même temps, et sauvagement.
C'est une question de vie ou de mort pour toutes les espèces. Mais la vie a-t-elle jamais été, sauf la mort triomphante depuis la première tombe du premier unicellulaire? À la fin de l'évolution 1, nous débarquons inévitablement dans une évolution 2, car où s'arrêtera cette vieille poussée évolutive? Sur cette terre ou une autre? Et pourquoi pas celle-ci? Et pourquoi pas avec notre propre collaboration corporelle et consciente? Sri Aurobindo, qui s'était laissé pilonner et triturer pendant 40 ans, jour après jour, pour ouvrir ce passage de l'autre ère, l'autre pouvoir moteur, ce qu'il appelait le supramental, ces portes du prochain soleil des espèces, disait simplement à ses disciples rationalistes et récalcitrants. Si le supramental descend dans notre physique, de Mère et de Sri Aurobindo, cela veut dire qu'il est descendu dans la matière, et par conséquent, il n'y a pas de raison qu'il ne se manifeste pas dans les chercheurs. Vous admettrez au moins qu'il y a quelque matière en moi, et vous pouvez difficilement nier que la matière en moi soit en contiguïté, ou même, en dépit de la théorie des quanta, en continuité avec la matière en général. C'est le fardeau général et poreux de nos vieilles cellules, mais c'est aussi l'espoir contigu, et également poreux, d'une trouée évolutive qui délivrera ces millions de corps, humains ou non, de leur habitude de souffrir et de mourir. Le salut est physique, disait Mère. Évolution 2. Satprem.